Bonjour, bienvenue à ce webinaire avec Intrasens, qui est une société qui a été créée en 2004, qui est cotée sur Euronext Paris, qui a développé une plateforme logicielle dédiée à la santé, qui est en fort développement et qui a aussi atteint en 2020 son équilibre opérationnel. Et nous sommes avec Nicolas Raymond, son directeur général. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Baptiste. Alors bien sûr, on va parler de tous vos projets, votre développement commercial, et on va aussi parler d'une de vos actualités, c'est une augmentation de capital qui est en cours jusqu'au 15 juin, et on verra notamment comment on peut y souscrire, qu'on soit client EasyBourse ou pas d'ailleurs. Et aussi, bien sûr, sur ce webinaire, eh bien sûr, on pourra vous poser toutes les questions que l'on veut, puisque ce webinaire est interactif. Tous les participants peuvent poser leurs questions par écrit. Moi, je les vois apparaître à l'oral et je les pose à Nicolas Raymond. Donc, profitez de sa présence. Et donc, pour commencer, Nicolas, je vous propose de commencer par nous présenter Intrasens. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Merci pour votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous présenter Intrasens. Je vais vous présenter notre parcours, notre ambition et principalement, on est là aujourd'hui pour parler de notre projet de développement et donc d'augmentation de capital qui a été annoncé il y a quelques jours. Je vais utiliser quelques diapositives pour un petit peu vous expliquer Intrasens et notre projet. Et bien évidemment, à travers Jean-Baptiste, vous pouvez à tout moment poser des questions. Donc moi-même, effectivement, je dirige la société Intrasens. Je suis entouré d'une équipe de 45 passionnés au profil complémentaire, avec des gens qui sont dans la société depuis longtemps et d'autres qui nous ont rejoints plus récemment. Je suis ingénieur de formation. J'ai évolué toute ma carrière dans l'imagerie médicale, puisque j'étais au sein du groupe Philips avant de rejoindre Intrasens. Et au sein de Philips, j'ai eu des fonctions en R&D aux Pays-Bas, j'ai eu des fonctions au niveau international en opération et j'ai eu des fonctions de business développement, de stratégie et de marketing en France. Et donc l'équipe, alors le comité de direction est composé notamment de ces 4 personnes qu'il y a à l'écran, avec 5 autres directeurs. Donc sur les 4 personnes qui y a à l'écran, il y a Lionel qui est notre directeur financier qui nous a rejoint il y a en 2020 pour accompagner la phase de croissance à venir de la société. Kali nous a rejoint en tout début d'année avec 25 ans d'expérience dans l'imagerie médicale pour accompagner la croissance de chiffre d'affaires. Et nous avons Charles qui est en charge de toute la partie innovation, qui est un des cofondateurs de la société et qui est donc là depuis la création de la société. Au-delà de ces 4 personnes, il y a 5 autres directeurs, des directeurs de vente au niveau de la zone Europe et de la zone Chine. On verra que l'Europe et la Chine sont nos 2 gros piliers d'activité au niveau Intrasens. Une directrice des affaires réglementaires, un directeur du business excellence et un directeur produit. Et donc, ce comité de direction encadre les 45 personnes de la société, dont 10 personnes qui sont en Chine, à notre siège chinois à Shanghai. Alors la société, je vais rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, ont déjà vu un petit peu sur notre site web des informations. Je vais rapidement rebalayer son historique, créé en 2004, vous l'avez dit Jean-Baptiste. Une première phase et les premières années de mise en place technique et opérationnelle, notamment la création de la première solution d'Intrasens. Donc Intrasens est une société en 2004 qui s'est lancée et qui est toujours dans le domaine de l'imagerie médicale et du logiciel. Donc on est une medtech. Notre siège se situe à Montpellier et c'est là où a été créée la société. Et donc ce que l'on fait, c'est que nous développons et nous commercialisons des solutions logicielles qui aident les professionnels de santé, principalement les radiologues, à visualiser des images médicales, donc des images de radiologie, d'IRM, de scanner, et qui les aident à poser un diagnostic. Donc là, voilà, la société créée en 2004, rapidement
mise en place de la première solution, les marquages réglementaires. On est sur un domaine réglementé, on est sur un dispositif médical. Une deuxième phase de la société de déploiement commercial, qui notamment, vous l'avez dit, Jean-Baptiste, a été marquée par une introduction en bourse en 2012. Et donc, moi, j'ai rejoint la société toute fin 2016 pour travailler à préparer de nouvelles phases pour cette société, notamment travailler à sa rentabilité dans un premier temps et ensuite à une nouvelle phase de croissance. Donc, je suis arrivé fin 2016 dans le but d'analyser les forces de la société, les besoins du marché, et en 2017, proposer un projet au conseil d'administration, projet qui a été validé par le conseil d'administration, et donc j'ai été nommé directeur général tout début 2018 de la société, avec un objectif, c'est ce qu'on a toujours annoncé au marché, à nos actionnaires, de mise en place d'une première phase de quelques années pour nous permettre de démontrer que cette société peut être rentable, peut atteindre l'équilibre opérationnel. Donc, qu'a-t-on fait pendant cette première phase? Ça a été bien évidemment une restructuration avec un travail sur les coûts. Ça a été un travail de refocalisation sur des zones géographiques d'un point de vue commercial que sont l'Europe et la Chine. Ça a été toujours travailler à un positionnement clinique plus fort avec le lancement de nouvelles solutions cliniques, la mise en place d'une nouvelle équipe. Et sur ces années-là, eh bien, ça s'est conclu par une croissance à 2 chiffres. On est parti en 2017 d'un chiffre d'affaires de 2,2 millions pour atterrir en 2020 à un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 3,4 millions. Et en 2017, nous étions sur un EBITDA qui était de l'ordre de moins 1,5 million d'euros pour atteindre en 2020 un EBITDA positif. Donc effectivement, la première mission, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était d'atteindre l'équilibre opérationnel. On a encore amélioré l'EBITDA d'à peu près 500 000 euros entre 2019 et 2020. Et c'est ce que nous avons atteint en 2020. Et ça nous permet, Jean-Baptiste, d'appréhender la prochaine phase de la société, qui effectivement se concrétise aujourd'hui par une augmentation de capital. Et cette prochaine phase de la société, on va le voir, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est le lancement d'une nouvelle ligne de produits. Et c'est là-dessus, sur cette nouvelle ligne de produits et sur notre ligne de produits existante, que va se baser notre croissance à venir, toujours sur nos géographies clés que sont l'Europe et la Chine, et toujours continuer à travailler sur la rentabilité à travers la mise en place de business models SaaS et cloud qui nous permettent de nous rapprocher des métriques purement logicielles d'un point de vue rentabilité. Alors, notre société, je vais passer rapidement à travers quelques diapos pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais quel est notre environnement, l'environnement de la société? Donc, on est dans l'imagerie médicale. Il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a les acteurs qui font de l'équipement, que vous avez à gauche de l'écran. Donc, les acteurs qui font de l'équipement, c'est les fabricants d'IRM, de scanners, de systèmes à rayon X, de systèmes de mammographie. Il y a les groupes qu'on connaît tous, c'est GE, Philips, Siemens. Il y en a d'autres qui sont également gros, mais qu'on connaît moins, par exemple des acteurs chinois comme Guangdong Minfang. Dans ces acteurs-là, il y en a qui ont la partie logicielle, d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, dans cette partie-là, il y a des gens qui sont nos potentiels concurrents, mais également des gens qui sont nos clients. Par exemple, Minfang et Gangda sont nos clients en Chine. Ils n'ont pas la partie logicielle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une part, bien évidemment, importante du marché. Et de l'autre côté, sur la partie à droite, il y a les pure players du domaine logiciel. Et là-dessus, Intrasense est à l'intersection de 3 domaines. Les sociétés qui font des outils de visualisation, entre guillemets, de base, et effectivement, nous on fait des outils de visualisation. Ensuite, les sociétés qui ont véritablement une expertise clinique, et ça, on y reviendra. On a une forte expertise clinique chez Intrasense. On développe une solution qui est un dispositif médical de classe 2A, qui est une solution d'aide au diagnostic pour des médecins. Et enfin, le troisième domaine, c'est la partie innovation, intelligence artificielle. C'est un domaine qui est fortement présent de nos jours. C'est quelque chose qu'on a initié il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, quand j'ai pris la direction générale. Et ici, dans ce domaine-là, il y a pas mal de sociétés qui émergent. Et sur ces sociétés, eh bien, la plupart sont nos partenaires ou nos potentiels partenaires. Je pense par exemple à Mevu ou à Mevis. Nous avons signé des accords de partenariat. Nous intégrons leurs algorithmes d'intelligence artificielle dans nos solutions. Je vais expliquer un petit peu nos solutions par la suite. Et donc, ce sont nos partenaires. Mevis, d'ailleurs, nous avons fait un communiqué de presse en début d'année sur le fait que nous travaillons avec eux.
Et nous allons, dans les semaines à venir, mettre sur le marché une solution qui va intégrer leur algorithme. Nous sommes en train de terminer les développements. Aujourd'hui, Intrasense, clairement, est reconnu sur le marché en tant que medtech de l'imagerie médicale comme étant une société indépendante notamment des grands constructeurs, donc avec une forte capacité d'intégration. Et c'est ce que je disais, une société avec une forte expertise clinique et une forte capacité d'innovation, notamment la capacité de rapidement amener sur le marché des innovations. Ça, c'est un point qui est clé. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres d'Intrasense. Bien évidemment, cette présentation est disponible sur notre site web et sera disponible en replay. Je vais juste surligner quelques chiffres. Je parlais d'expertise clinique. On est cité dans plus de 170 publications scientifiques faites par des chercheurs, indépendamment de nos équipes, ce qui démontre notre expertise clinique. Notre équipe, qui est composée d'à peu près 45 personnes, a plus d'une dizaine de personnes avec un background, une formation clinique. Notre directeur commercial de zone en Chine, c'est un médecin de formation. On a une pharmacienne au sein de notre équipe réglementaire, des manipulateurs radio, etc. Donc tout ça combiné à notre équipe de R&D qui a une forte composante, une forte expertise technique, ça fait qu'on a tous les atouts effectivement, et j'ai la fierté d'avoir une équipe qui est extrêmement experte dans son domaine. Les dispositifs que nous commercialisons, nous les commercialisons un petit peu partout à travers le monde et un point très important, nous avons bien évidemment, comme je le disais, les certifications réglementaires pour commercialiser partout à travers le monde, sur nos marchés clés, l'Europe et la Chine, mais également par exemple sur l'Inde, sur la Russie, le Brésil ou encore les États-Unis. Alors, une société ne sera rien sans ses clients. Aujourd'hui, on a à peu près, depuis la création de la société, 1000 sites à travers le monde qui ont été installés avec une de nos solutions. La fierté que l'on peut avoir, c'est que sur ces 1000 sites, si on prend un petit peu quand moi j'ai pris la direction générale début 2018, on était entre 600 et 700 sites installés. On en a eu plus de 300 nouveaux sur notre solution commerciale Myriam qui ont été installés depuis 2018. Donc c'est une courbe qui est en croissance continue, et ça c'est important. Et sur des clients qui sont contents, satisfaits de nos solutions et qui nous recommandent à des pairs. Et ça c'est très important pour une société de notre taille, que nos clients nous recommandent à des pairs. C'est ça qui nous permet de construire dans le temps et de faire grossir notre chiffre d'affaires. Alors, justement, je parlais déjà un petit peu des résultats tout à l'heure. Les résultats 2020, eh bien, troisième année consécutive de croissance, donc c'est très positif pour nous. L'atteinte de l'équilibre opérationnel, ce qui était l'objectif qu'on s'était fixé en 2018. Un chiffre d'affaires d'à peu près 3,4 millions d'euros, répartis principalement entre la Chine et l'Europe, c'est normal, c'est nos deux marchés sur lesquels nous jouons. 40% en Chine, 36% en Europe, à l'exclusion de la France, et 17% en France. Et surtout, fin 2020, une trésorerie disponible de 2,6 millions d'euros, ce qui démontre qu'effectivement, nous savons gérer notre cash et nos flux de trésorerie. Et point important à mentionner, fin 2019, nous avions arrêté tous les contrats d'OCA, de financement d'OCA qu'il y avait dans la société, afin de démontrer une capacité d'autofinancement au sein de la société. Alors maintenant, si on va un petit peu dans le projet et dans ce qu'est l'imagerie médicale et dans notre ligne de produits actuelle et notre future ligne de produits. Alors l'imagerie médicale, je vais très rapidement dessus, c'est quoi? C'est un patient qui a une suspicion de jambe cassée ou, cas plus grave, une suspicion de cancer. Il est envoyé par un médecin référent dans un hôpital, une clinique ou un centre de radiologie. Là, il y a un examen qui va être réalisé, IRM ou scanner, et derrière, un radiologue va, ce qu'on appelle, interpréter cet examen et dicter un compte-rendu ou écrire un compte-rendu qui sera envoyé au médecin référent. Aujourd'hui, un examen de scanner ou d'IRM, en moyenne, c'est entre 1000 et 2000 images. Donc, c'est énorme, c'est une masse d'informations qui est absolument énorme. Et là-dessus, un radiologue va avoir entre 3 et 5 minutes pour aller à travers les 1500 ou 2000 images, prendre connaissance du contexte du patient, de l'historique du patient, lire la prescription, lire les comptes rendus précédents et écrire son propre compte rendu. Donc tout ça en 3 à 5 minutes. C'est une charge de travail qui est énorme.
Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, il y a moins de radiologues et il y a beaucoup plus d'examens d'imagerie. L'imagerie est devenue quelque chose d'absolument clé dans le parcours de soins du patient à tous les niveaux. Aujourd'hui, un radiologue en France, il fait à peu près 4 à 5 jours par semaine des interprétations pendant des sessions de 4 à 6 heures. Et pendant ces sessions, il va interpréter à peu près entre 100 et 150 examens, donc entre 100 et 150 comptes rendus. En Chine, ça va être entre 200 et 300 comptes rendus. Donc, c'est vraiment une grosse pression sur eux, avec aussi une possibilité d'erreur. Et ça, c'est ce qui leur fait peur, bien évidemment, l'erreur dans le diagnostic. Je lisais encore récemment une étude qui a été faite par le RSNA, la société savante nord-américaine, sur des internes en radiologie, à peu près 120 000 comptes rendus, qui montraient que les examens interprétés le vendredi soir entre 16h et 18h avaient à peu près 30% de chances d'avoir des erreurs, tandis que les examens interprétés le mercredi matin entre 8h et 10h avaient entre 5 et 10% de chances d'avoir des erreurs. Ça démontre bien que c'est un métier qui demande une forte concentration et où on n'est pas à l'abri de l'erreur. Alors, d'un point de vue marché, l'imagerie médicale, c'est quoi? C'est un marché qui devrait doubler dans les quelques années à venir, donc à peu près 3 milliards de dollars. D'un point de vue interne, on l'a scindé en deux parties. Le marché de la visualisation avancée, c'est tout ce qui est la visualisation standard d'image, c'est le marché de là où on vient, qui est un énorme marché avec une croissance raisonnable. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est de l'intelligence artificielle. Alors, on l'a scindé, néanmoins, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithme, c'est de la technique, c'est presque une commodité aujourd'hui, mais ça n'a de sens que si c'est intégré dans une solution complète au service du professionnel de santé. Et bien évidemment, Intrasens, un autre objectif, c'est de bénéficier de la forte taille du marché de la visualisation avancée et de la forte croissance de la partie sur l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre projet d'entreprise, c'est le développement d'une nouvelle solution. Donc, nous avons notre solution historique Myrian, M-Y-R-I-A-N, qui est une solution qui adresse l'ensemble de la radiologie. Je vais y revenir. Et notre projet, c'est de développer, de bien sûr continuer à commercialiser cette solution et de continuer à miser sur cette solution et de développer une nouvelle ligne de produits qui s'appellera Myra, M-Y-R-A, qui sera dédiée oncologie. Alors, ces deux solutions, comment est-ce qu'elles vont se relier? Alors, il va y avoir de fortes synergies et complémentarités entre les deux. Alors, les synergies vont tout d'abord être technologiques. On a un fort patrimoine technologique aujourd'hui sur la plateforme Myrian que nous pourrons facilement réutiliser sur la plateforme Mira, même si ce ne sera pas le même objectif, le même mode d'utilisation. Ensuite, elles seront complètement complémentaires d'un point de vue marché. Je vais détailler un petit peu l'approche, mais une solution va adresser la radiologie au sens large, l'autre solution va être spécifique oncologie. Et bien évidemment, la force que l'on a, c'est que nous avons déjà les accès au marché sur nos différentes géographies, que ce soit en Europe ou en Chine, et nous avons déjà toute la compétence réglementaire pour rapidement pouvoir amener cette nouvelle solution sur le marché. Alors, si on va un tout petit peu dans Myrian, notre solution historique. Notre solution historique, c'est une magnifique boîte à outils. Donc, c'est une solution, dans notre jargon, ça s'appelle du post-traitement avancé. C'est un produit, le post-traitement avancé, qui s'est véritablement démocratisé ces 15 dernières années dans les hôpitaux. C'est quelque chose que nous faisons, mais qui est également au catalogue de sociétés comme Philips, GE, Siemens ou encore d'autres. Et aujourd'hui, nous nous sommes fait un nom dans ce domaine-là comme étant la société indépendante qui commercialise ce genre de solution. Donc, c'est quoi? C'est à partir d'un examen. Donc, un examen, ça va être un IRM du sein ou un scanner des poumons. Et bien, sur cet examen, on va fournir des outils aux radiologues par rapport à cet examen pour pouvoir potentiellement poser un diagnostic. Donc, c'est vraiment une boîte à outils pour le radiologue. Comment est-ce qu'on le vend aujourd'hui? Alors, on le vend de cette manière parce que aussi le marché le demande de cette manière et tous nos concurrents également le vendent de cette manière. C'est de la vente de licence, donc vraiment de l'acquisition pour nos clients, avec derrière un contrat de maintenance. Et nous, aujourd'hui, on le vend beaucoup à travers des partenaires intégrateurs, des OEM, et on adresse l'ensemble du marché de la radiologie. Alors maintenant, le nouveau produit, Myra.
toute l'idée, c'est d'avoir un changement de paradigme sur comment est-ce que nous adressons l'imagerie médicale en oncologie. Alors l'oncologie, c'est quelque chose qui est très particulier et qui s'appuie sur quelque chose de primordial qui s'appelle le parcours du soin du patient. Donc le parcours du soin du patient, c'est quoi? C'est dépistage, diagnostic, caractérisation du cancer, le traitement et ensuite le suivi. Et il y a quoi de très spécifique en oncologie? C'est l'omniprésence de l'imagerie. C'est-à-dire quand vous êtes sur du dépistage du cancer du sein, eh bien, on va être sur une mammographie. Dépistage du cancer de la prostate, on va être sur de l'imagerie IRM, etc., etc. Dépistage du cancer du poumon, on va être sur du scanner. Le diagnostic, ça va être un mélange d'anatomopathologie, qui est l'imagerie non radiologique, et également d'imagerie radiologique pour valider qu'il y a bien un cancer. Ensuite, on va caractériser le cancer, est-ce que c'est un stade 1, 2, 3, 4, et ça également, il faudra de l'imagerie. Et quand on va faire du suivi dans la thérapie, de la réponse thérapeutique, que ce soit sur de la chimio ou des rayons, on utilisera également l'imagerie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à l'oncologie, cette omniprésence de l'imagerie. Et c'est là-dessus que nous allons nous baser pour développer et commercialiser notre nouvelle solution. Et notre nouvelle solution, en fait, ça va consister en quoi? Ça va consister en une plateforme intégrée et intégrable qui va orchestrer les besoins du groupe de professionnels de santé qui va prendre en charge un patient à travers le cycle de soins. Alors, quels sont les points un petit peu particuliers et spécifiques du parcours en oncologie? C'est ce qu'on appelle de la multimodalité, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'IRM, du scanner, de la mammographie, de l'échographie, etc., etc. Ensuite, il y a une équipe pluridisciplinaire, radiologue, oncologue, etc. Et en oncologie, plus qu'ailleurs, il est important de prendre en compte l'historique du patient, parce que c'est une récidive, la prescription, bien évidemment, les autres rapports, et d'être capable d'avoir véritablement une approche intégrée. Et là-dessus, notre solution Mira, elle va faire quoi? Eh bien, quand un patient sera intégré dans notre solution sera capable de détecter à partir de la prescription pourquoi est-ce que ce patient est aujourd'hui adressé à l'hôpital. Si c'est une suspicion de cancer du poumon, automatiquement, il fera le processing sur l'intelligence artificielle pour détecter et compter les nodules pulmonaires et il affichera les bons outils au professionnel de santé qui sera le radiologue. Ensuite, vu que l'on sait que les recommandations des sociétés savantes est d'aller voir s'il y a des métastases osseuses, il va automatiquement lancer la prochaine étape et aller afficher, par exemple, l'imagerie des os pour voir s'il y a des métastases osseuses. Et tout au fur et à mesure de sa lecture, le radiologue, dans ce cadre-là, pourra créer ce qu'on appelle des findings qui seront directement et automatiquement poussés dans son compte rendu. Et bien évidemment, ça c'est la vue pour le radiologue, mais derrière, il y aura aussi une vue pour l'oncologue qui, lui, aura besoin de voir les informations, mais sous un angle différent. Et donc, ça va être ça. Donc, c'est vraiment un tableau de bord que l'on va créer, mais pas uniquement un tableau de bord, quelque chose de dynamique qui va accompagner les professionnels de santé à travers le cycle de vie du patient, le cycle de soins du patient. Et ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Alors, cette solution… Il y a une petite question qui s'est posée. Ce logiciel, il est intégré dans l'outil d'échographie, de scanner ou de scintigraphie, ou après, il est aussi réutilisé par les praticiens directement sur leur ordinateur? Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a une espèce de fluidité entre tout ça. Tout à fait. Donc, l'outil est intégré à l'ensemble du système d'information hospitalier. Donc, pour ça, on parle toutes les normes qui existent et c'est quelque chose qui est très habituel pour nous. Donc, on s'intègre à l'ensemble des systèmes. Aujourd'hui, un radiologue ou un oncologue, quand il est face à une interprétation, il doit aller chercher dans plein d'outils, que ce soit le PACS, le RIS. Alors, j'utilise un petit peu des noms barbares, mais il y a une palanquée d'outils. Et nous, on va s'intégrer dans l'ensemble du système d'information hospitalier pour aller rechercher les bonnes informations. Et le but, c'est d'être le cockpit du radiologue ou de l'oncologue pour qu'il ait toutes les bonnes informations. Alors, ce concept, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans les 2 derniers mois. C'est quelque chose qu'on travaille depuis plus d'1 an. Et on l'a validé auprès de leaders d'opinion et auprès de clients. Alors, le besoin est bien initialement de nos clients qui nous ont parlé de ce besoin, de cette problématique de devoir en permanence se concentrer sur un examen, d'avoir l'historique, etc.
Et donc, ce concept, on l'a validé notamment en faisant des interviews, ce qu'on appelle à l'aveugle, en passant par une société qui fait des interviews à l'aveugle, en Europe et en Chine, nos marchés clés, pour confirmer les besoins, confirmer notre compréhension, confirmer les concepts et confirmer aussi la monétisation possible d'une telle solution. Bien évidemment, on a fortement analysé ce qui existait déjà sur le marché et aujourd'hui, il en ressort que c'est une solution qui répondra à un besoin, à un fort besoin qui est en demande et qui n'existe pas encore. Et ce qui en ressort, c'est que les utilisateurs seront prêts à payer sur une solution telle qu'on leur a présentée un prix moyen pour un centre d'à peu près 80 000 € annuels. Donc, on sera sur un mode d'abonnement. Et de plus, cette solution derrière nous permettra très clairement de travailler sur la donnée, d'enrichir la donnée, nous directement ou avec des partenaires, pour derrière pouvoir valoriser également la donnée auprès des centres qui utiliseront la solution ou également auprès de CRO. Alors, nos cibles là-dessus, eh bien, ce seront les centres qui vont faire de l'oncologie, que ce soit en France, en Europe ou en Chine. Donc, directement adresser ces centres, que ce soit des CHU, des centres de lutte contre le cancer ou l'équivalent en Chine. Alors, quel est le marché et que souhaite-t-on faire là-dessus? En France, vous avez à peu près 3000 hôpitaux. Sur ces 3000 hôpitaux, il y en a 800 qui sont certifiés pour faire de l'oncologie. Notre objectif, qui est extrêmement réaliste, je pense, c'est dans 5 ans d'avoir 50 clients qui utilisent cette nouvelle solution en France. Donc 50 clients, bien évidemment, dans un premier temps, on va l'adresser les plus gros CHU, les centres de lutte contre le cancer, les plus gros CH, les plus grosses cliniques privées. Mais voilà, 50 sur à peu près 800 centres qui en font en France. En Chine, où il y a 340 000 hôpitaux, presque 2800 qui font de l'oncologie. Notre objectif, ça va être de cibler les provinces sur lesquelles nous sommes déjà implantés, déjà fortement présents, et d'aller avoir dans 5 ans 150 clients récurrents sur cette nouvelle solution. Le prix de vente en Chine est similaire au prix de vente en France? C'est similaire, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en Chine, les prix de vente pour les solutions haut de gamme sont à peu près sur des niveaux semblables à l'Europe. En effet, pour des solutions moins haut de gamme, le prix est cassé en Chine, mais pour des solutions haut de gamme, et là on va cibler les hôpitaux qu'on appelle tier 3, donc les hôpitaux haut de gamme, les prix sont sensiblement les mêmes. Donc notre objectif, c'est d'avoir dans 5 ans à peu près 250 clients récurrents. Également de travailler encore plus qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle les organismes de recherche clinique, les CRO. Aujourd'hui, on a déjà des contrats avec des CRO qui utilisent notre solution Myriad, mais ça va être de continuer à développer cela. Et donc, sur les années à venir, on aura 2 lignes de produits. Une première ligne de produit Myriad, qui va adresser la radiologie au sens large du terme. C'est un domaine concurrentiel, certes, mais on n'a pas du tout atteint notre plafond de verre d'un point de vue part de marché sur ce domaine-là. Et on estime que l'on peut doubler nos revenus. Aujourd'hui, notre société fait à peu près 3,5 millions de revenus. C'est exclusivement sur Myriad, c'est notre seule ligne de produit. On estime qu'on peut doubler ça dans les 5 années à venir. C'est quelque chose où effectivement les acteurs de la modalité, donc les gros acteurs Philips, Siemens, etc., ont une grosse part de marché parce qu'ils vendent avec leurs solutions. Néanmoins, il y a encore de la place pour une société comme la nôtre pour grossir. C'est un marché qui est dynamique. Et de l'autre côté, la nouvelle ligne de produits Mira, où effectivement, on va aller cibler des hôpitaux haut de gamme. Et c'est quelque chose qui est avec un positionnement différent, complémentaire. Et aussi, ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir les mêmes potentiellement cibles, mais pas les mêmes utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va adresser avec les 2 solutions, par exemple, des CHU, mais ce ne sera pas les mêmes utilisateurs dans les CHU et pas le même positionnement. Donc, on ne va pas avoir nos 2 solutions en concurrence l'une avec l'autre. Alors, notre roadmap et nos gros jalons que nous fixons sur les années à venir, c'est bien évidemment continuer à travailler sur Myriad. Nous avons sorti il y a quelques mois la version 2.9. Nous allons sortir en fin d'année une version 2.10. Commencer à travailler, nous travaillons déjà sur la nouvelle solution Mira. La première version devrait sortir dans le cours de l'année prochaine. Le but, c'est vraiment de faire de l'incrémental d'un point de vue développement. Et pour ça, nous travaillons avec des sites. Nous avons déjà signé un accord avec un site de référence
qui nous aident à développer cette solution. Nous publierons dès que nous pourrons là-dessus. Notre but, c'est véritablement d'avancer étape par étape là-dessus, d'emmener des leaders d'opinion avec nous et de rapidement pouvoir vendre en France des premières solutions pour ensuite aller chercher plus de volume, bien évidemment au niveau de l'Europe et au niveau de la Chine. En parallèle de ça, on travaille depuis 18 mois à une solution qui nous permet de faire des déploiements hybrides, c'est-à-dire cloud et sur site dans les hôpitaux, ce que l'on appelle le AI Hub. Et en fin d'année, on va avoir une première release, notamment avec les solutions de Mevis et Milvus dont j'ai parlé en début de webinaire, qui vont être basées sur cette solution, ce AI Hub, ce cloud. Notre ambition, notre guidance à 5 ans, c'est 30-30. Donc 30 millions d'euros de chiffre d'affaires qui va se faire en doublant la part sur Myriam, donc passer de 3,5 à 7 millions, et le reste avec nos ambitions que j'ai dit d'obtention de nouveaux clients sur Mira. Et bien évidemment, le but, c'est aussi de continuer à travailler la rentabilité qui doit être drivée par Mira, notamment avec le fait d'avoir cette possibilité de déploiement hybride, cloud et sur site, qui doit nous permettre de nous approcher des seuils de rentabilité des pure players du logiciel, tout en étant une medtech. C'est dans ce cadre, mesdames, messieurs, que nous réalisons l'augmentation de capital que nous avons annoncée il y a quelques jours. Cette augmentation de capital, elle est de presque 5 millions d'euros, 4,9 millions d'euros. C'est une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Et l'allocation des fonds, c'est une grosse partie au développement de Mira, cette nouvelle solution. Alors, je pense que c'est un point important. Notre société a atteint l'équilibre sur sa ligne de produits Myriam. Et nous ne voulions pas lancer une augmentation de capital et nous lancer dans un nouveau développement avant d'avoir atteint ce jalon. Pourquoi? Parce que le but, c'est que l'argent de l'augmentation de capital ne soit pas de l'eau dans du sable, mais ça finance véritablement le développement de la nouvelle ligne de produits. Donc, en grosse partie, l'allocation des fonds, c'est le développement de la R&D de la nouvelle ligne de produits, c'est le sales et marketing sur la nouvelle ligne de produits, et bien évidemment continuer à aller toujours plus loin, toujours plus vite sur notre ligne de produits Myriam que nous allons continuer à faire vivre. Donc voilà, augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Nous souhaitons pouvoir faire bénéficier nos actionnaires en priorité à hauteur de leur parité. Bien évidemment, ils peuvent souscrire plus qu'à hauteur de leur parité s'ils le souhaitent. Si des actionnaires, des gens aujourd'hui ne sont pas actionnaires de la société, ils peuvent souscrire en faisant l'acquisition d'un DPS sur le marché et ainsi souscrire de manière réductible ou bien acheter un certain nombre de DPS pour souscrire de manière irréductible. Et un point important, avant de lancer cette augmentation de capital, nous avons discuté avec des fonds qui croient au projet, qui ont dit oui, ce projet a du sens, nous souhaitons vous accompagner et qui donc garantissent l'opération à 100%. Alors bien évidemment, nos actionnaires qui souhaitent venir ou des actionnaires qui feraient l'acquisition d'un DPS resteront prioritaires et viendront, mais néanmoins, pour ce qui restera, les fonds qui se sont engagés, nous suivrons sur cette augmentation de capital qui est quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà un petit peu, Jean-Baptiste, ce que je voulais dire. J'étais un petit peu long, je suis désolé, mais ça me paraissait important de parcourir tout ça. Cette présentation est sur notre site web. Il y a plein d'informations sur le site web. Elle est aussi téléchargeable. Vous pouvez télécharger là en ce moment via l'onglet de configuration. Et voilà, elle est téléchargeable. Voilà, moi, les éléments que je souhaitais dire, c'est il y a 4 ans, j'ai rejoint cette société parce qu'effectivement, je pense c'est une pépite, il y a vraiment quelque chose à en faire. On peut créer un vrai champion de la medtech française. On a un beau patrimoine, on a un turnaround qui a été réussi, une stratégie excitante sur un marché qui a un fort besoin, l'oncologie. On a démontré notre capacité à transformer et on a une capacité à transformer rapidement pour cette nouvelle ligne de produits. On a les accès marchés, on a les autorisations réglementaires et puis on a une équipe qui est motivée, qui est composée de personnes qui sont là dans la société depuis longtemps et de nouveau. Et je pense que ça, c'est indispensable sur une société du logiciel d'avoir une équipe compétente et motivée derrière. Alors voilà un petit peu, Jean-Baptiste et chers tous, pour quelques mots là-dessus. Voilà. Je vais prendre quelques questions qui ont été posées. Premièrement, sur les institutionnels, les investisseurs institutionnels qui sont déjà présents. Est-ce qu'ils se sont engagés à participer à cette augmentation de capital? Est-ce qu'ils
ils ont une vision long terme chez vous? Est-ce qu'ils sont engagés sur le long terme avec vous? Alors, les investisseurs institutionnels qui se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital, bien évidemment, qui sont là pour nous accompagner sur le moyen ou long terme. Alors après, bien évidemment, on va devoir délivrer par rapport à nos engagements, mais oui, ils adhèrent au projet et ils sont bien là pour nous accompagner sur les prochaines étapes. Oui. Alors, il y avait des questions sur la tarification. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de 80 000 euros, je pense que c'était pour Myriane. C'est pour Mira, donc je vais peut-être reclarifier là-dessus. Myriane, notre ligne de produits historique actuelle, nous vendons la licence, donc le client achète une licence qu'il peut utiliser comme il le veut. C'est sur des paniers moyens d'à peu près 30-40 000 euros par site. Et une fois qu'ils ont fait l'acquisition de la licence, il y a un contrat de maintenance derrière. Donc ça, c'est ce mode-là. Et sur la nouvelle solution, Mira, le prix estimé, ce qu'on a validé auprès des marchés, c'est donc ce sera un abonnement et ça sera 80 000 euros annuels pour un centre de taille moyenne, un centre de lutte contre le cancer de taille moyenne. D'accord. Et sur Myriane, donc le premier, donc c'est vendu depuis déjà un certain nombre d'années. Est-ce qu'en termes de récurrence du contrat, est-ce que vous avez noté, est-ce que chacun de vos clients sont toujours là? Est-ce que vous avez noté un peu de déperdition? Oui, alors effectivement, on a nos clients sont toujours là. On a misé sur les dernières années sur une approche B2B à travers des partenaires à forte valeur ajoutée, donc des industriels du domaine. Hein. Je citais en début de présentation Guangdong Infond, on en a d'autres, France Evolucare, on pourra en citer d'autres, qui souvent nous donnent l'accès au marché parce qu'on a toute la radiologie au sens large du terme. Et effectivement, aujourd'hui, on est à plus de 60% de notre business en B2B par rapport à ça, parce que c'est un fort volume. Et notre top 10 clients est toujours présent d'année en année. Et c'est ça qui nous permet, notamment sur les dernières années, d'avoir construit une croissance de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez aussi distribué quelques licences gratuites, des questions de transformation de licences gratuites en transformation en licences payantes? Est-ce que c'est une chose que vous avez effectuée? Ouais, alors je pense que la référence ici qui est faite par la personne qui pose la question, c'est sur l'opération Covid que nous avons réalisée. Donc effectivement, l'an dernier, pendant le Covid, nous avons créé et mis à disposition une application spécifique pour le Covid. Cette solution a eu un fort succès sur la partie visibilité de la société. On l'a distribué à plus de 650 sites à travers le monde, ce qui nous a permis derrière de conclure des deals, mais pas forcément sur cette application Covid, sur d'autres applications. Ensuite, ce qui s'est passé sur cette application Covid, qui est aujourd'hui à notre catalogue, nous en vendons un peu, mais pas des volumes énormes, c'est que le Covid a tellement explosé en volume que en fait les hôpitaux ne faisaient plus des scanners pour chaque patient, c'était pas possible. Les tests PCR sont arrivés et donc l'imagerie médicale ne jouait plus un rôle vital en termes de diagnostic immédiat du Covid, parce que tout se faisait à travers un test PCR, mais jouait un rôle uniquement pour les patients très critiques. Donc effectivement, je pense que là-dessus, sur cette opération Covid, on a rempli notre rôle qui était de soutenir nos clients en leur apportant immédiatement et rapidement une solution qui répondait à leurs besoins au début, dans le cadre des premières étapes de Covid. Et ensuite, les nouvelles technologies PCR, etc., ont pu apporter des solutions plus rapides au diagnostic. Et on en a vendu quelques-unes, mais dans des cas très particuliers de patients gravement atteints. Une question également sur vos partenariats avec deux éléments. Premièrement, pourquoi vous ne chiffrez jamais vos partenariats? Je continue sur le sujet de la question. Exemple Vidi ou Mevis, et quel va être le chiffre d'affaires de cette nouvelle collaboration? Voilà, est-ce que c'est… Alors, on chiffre jamais parce que bien souvent, ce sont des éléments confidentiels par contrat. Donc, effectivement, Vidi, nous avons eu un référencement. Donc là, il s'agit d'un référencement. Donc, nous sommes référencés à la centrale d'achat Vidi. Donc, c'est une étape importante qui nous donne accès à l'ensemble de cette clientèle. Mais en soi, il n'y a pas d'engagement de volume, mais c'est normalement une étape importante pour notre société en termes de visibilité et d'accès marché. Ensuite, sur Mevis, société allemande d'intelligence artificielle, nous avons annoncé en janvier
un partenariat avec eux. Nous sommes en train de finaliser le développement clinique de l'application qui sera mise sur le marché prochainement avec notre prochaine version. Et là-dessus, ensuite, eh bien, notre objectif à nous, c'est de vendre une autre solution avec leur intelligence artificielle intégrée. Et dans ce cadre-là, nous allons aller chercher les clients. Et nous pensons, parce que c'est sur la technologie du poumon, donc ça sera intégré à Myriad, notre ligne de produits existante, et à Mira, notre nouvelle ligne de produits. Nous pensons qu'il y a un fort potentiel sur le poumon. Après, aujourd'hui, nous n'avons jamais donné de guidance sur les marchés, sur nos chiffres à 1 an ou 2 ans, donc on continue à ne pas le faire. Une question aussi sur vos demandes FDA faites à partir d'août 2020. Ont-elles été accordées? Alors, en août 2020, nous n'avons pas fait de demande FDA en tant que telle. Donc, FDA, pour tout le monde, c'est Food and Drug Administration. C'est l'autorité aux États-Unis qui permet la mise sur le marché de solutions de dispositifs médicaux. Ce que nous avons fait en août 2020, c'est que nous avons fait une déclaration de notre version 2.9. Donc, nous avons sorti notre version 2.9. Et quand on sort une nouvelle version, on doit déclarer cette nouvelle version auprès des autorités. Donc, cette nouvelle version 2.9 a été déclarée en août 2020 auprès de la FDA. Processus tout à fait normal que nous avions déjà fait auparavant avec la 2.8, la 2.7, etc. Autre information, nous avons déposé récemment une nouvelle soumission, donc une 510K, ce qu'on appelle, c'était il y a 2 semaines, pour justement, sur la 2.9, une application nouvelle qui était la mammographie. Donc, ce qu'on a fait en août l'an dernier, c'était juste une déclaration de nouvelle version, donc rien d'exceptionnel en tant que tel. Après, ce qui est important, c'est vraiment des enregistrements de nouveaux modules, et ça, c'est ce que nous travaillons là-dessus. Parce que le marché américain, pour vous, est identifié comme étant particulièrement prometteur pour vous? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va bâtir en premier sur là où on a une forte base installée, là où on connaît très bien nos clients, c'est-à-dire l'Europe et la Chine. Après, les US, ça reste une opportunité. Donc, bien évidemment, on va continuer. On a quelques clients là-bas, quelques contrats de maintenance. On va continuer à maintenir notre marquage réglementaire. Et on est très opportuniste, c'est-à-dire que si demain, à travers un adossement industriel ou autre, on peut accéder à ce marché, on ira. Mais dans un premier temps, ce n'est pas notre priorité. Là, l'augmentation de capital, c'est clairement sur une nouvelle solution, l'Europe et la Chine. Sur les US, il faut faire un financement un petit peu plus élevé pour pouvoir s'assurer de notre succès. Donc, on y va étape par étape. Très bien. Alors, je peux juste, en attendant qu'il y ait peut-être quelques questions complémentaires, montrer 2-3 choses sur le site EasyBourse, notamment comment on souscrit. Je vais reprendre la main pour montrer mon écran. Quand effectivement, donc on nous voit en grand déjà, c'est bien de nous voir en grand. Quand on a un compte EasyBourse, je vais le montrer de manière comme cela, hop. Qu'on a un compte EasyBourse et que vous aviez des actions Intrasens avant le 25 mai, dans votre messagerie, vous avez un message dans votre messagerie qui vous dit cliquez ici et vous pouvez donc utiliser vos droits de souscription. Si vous n'avez pas, et là, vous pouvez le faire si vous avez aussi bien un PEA ou un PEA PME ou un compte titre. Si vous n'avez pas d'action Intrasens et que vous voulez quand même malgré tout participer à cette introduction, à cette augmentation de capital, eh bien, vous pouvez acheter donc des droits de souscription. Comment faire? Le plus simple, c'est certainement de faire Intrasens dans le moteur de recherche Intrasens. Et là, vous verrez qu'on va vous proposer 2 choses, actions ou bons de souscription. Voilà. Donc, vous pouvez très bien souscrire des bons de souscription. Et si vous souscrivez des bons de souscription, eh bien, vous pouvez ne le faire qu'avec un compte titre. Voilà, donc les bons de souscription ne sont pas éligibles au PEA, mais si vous les avez dans un PEA, vous pouvez les vendre. Ça, c'est un point aussi qui est intéressant. Donc, supposons évidemment que vous achetiez tout de suite, par exemple, j'ai acheté tout à l'heure 1000 droits de souscription Intrasens. Eh bien, dès que vous avez fait cet achat, vous pouvez retrouver dans mes opérations sur titre le module
de souscription en ligne où vous pouvez donc souscrire et participer donc à cette augmentation de capital. Voilà. Donc, avec effectivement, vous pouvez donc utiliser donc vos droits en portefeuille. Vous voyez que j'ai 1000 droits. Je peux faire deux actions. Je peux acheter 2 actions pour 7 droits. Donc, de tête, hein, c'est à peu près 280 ou 300 actions intrasens que je peux acheter donc via ce dispositif-là. Voilà. Quand vous participez à une OST, ce qu'on appelle une opération sur titre chez eBourse, il n'y a pas de frais de courtage. Donc là, il y aurait, dans le schéma que je viens de vous dire, il y aurait eu des frais de courtage sur les DPS, les droits de souscription, mais pas sur ce que vous faites en remplissant ce formulaire. Voilà. Voilà pour le petit chapitre technique. Je vais vous redonner la main, Nicolas, pour montrer peut-être la dernière slide. Et je vais peut-être prendre aussi 1 ou 2 questions supplémentaires. Bien sûr. Alors, je vais montrer mon écran peut-être, parce que j'ai aussi la présentation sur mon écran d'ailleurs. Je vais aussi montrer la présentation sur mon écran, hop, notamment les pages de la fin. Alors, quelques questions supplémentaires. Le paiement de la souscription se fait dès la validation ou bien après le 15 juin. C'est après le 15 juin, si je ne me trompe pas. Si je souscris sur EasyBourse, je peux après annuler ma souscription jusqu'au 15 juin. Après, il y a quelques questions sur, alors c'est peut-être un peu technique, oui, donc sur les 4,9, pourquoi ne pas avoir garanti au fonds institutionnel une part importante de cette augmentation de capital? Voilà, donc il y a une question sur entre la quote-part réservée aux institutionnels, la quote-part réservée aux particuliers. Alors, les institutionnels garantissent 100% d'augmentation de capital. Après, vu que nous avons souhaité faire une augmentation de capital avec le maintien du droit préférentiel de souscription, ce sont effectivement les actionnaires qui passent en premier. Voilà. Techniquement, aujourd'hui, c'est le choix qui a été réalisé. Voilà. C'est un choix que nous avons fait. D'accord. Et peut-être une dernière question, quand même une question en deux éléments. Alors, premièrement, une question, pourquoi le montant de 0,70 ? Voilà. Et après, je vous laisse aussi répondre à une deuxième question sur votre regard sur le cours de l'action et le parcours du cours de l'action, donc depuis votre introduction en bourse en 2012. Alors, pourquoi 0,70 ? Eh bien, c'était aussi l'opportunité pour nous de proposer une décote à nos actionnaires par rapport à cette souscription. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut voir une augmentation de capital avec maintien du DPS comme quelque chose en priorité pour nos actionnaires. Donc, ça leur donne une décote par rapport au cours annoncé, enfin au cours qui était avant le lancement de l'opération. Donc, c'était véritablement ça l'objectif. Ensuite, sur le parcours boursier d'Intrasens, on va pas se le cacher, il a été chahuté depuis 2012. Je pense, je n'étais pas là en 2012, moi j'ai pris la direction de la société en 2018. Il y a eu des contrats d'OCAPSA qui avaient été mis en place en 2014 qui ont apporté beaucoup de dilution au niveau de la société et qui ont amené à une baisse du cours. Quand j'ai repris la direction générale de la société en 2018, on avait un cours qui était aux alentours des 0,20 à peu près. Il est même descendu à 0,16 je crois. Il est aussi entre 0,20 et 0,25. Il est remonté progressivement. Il y a 1 an, il a fait un bond énorme en étant vu comme une valeur Covid et il y a beaucoup de particuliers aussi qui sont mis à trader en bourse, qui a fait beaucoup plus de volume sur notre valeur. Il est redescendu là dernièrement. Alors après, bien évidemment, notre objectif à tous, c'est de faire que ce cours de bourse soit le plus élevé possible, parce que bien notre objectif, c'est
bien évidemment, de servir nos clients avec une solution qui a du sens, de servir nos actionnaires avec un cours de bourse élevé, et c'est l'objectif là. Si on peut, en réalisant ce projet de 30 millions d'euros et ses prochains jalons tels que je l'ai indiqué, de valoriser la société sur les étapes à venir. Donc, oui, un cours de bourse chahuté entre 2012 et 2018, un cours de bourse qui est remonté entre 2018 et 2020, qui ensuite en 2020 a subi un pic et que l'on compte travailler bien évidemment sur les mois qui viennent pour nos actionnaires qui sont là aujourd'hui et les actionnaires qui seront également là demain avec cette augmentation de capital. Bien. Bien, en complément effectivement de toutes vos explications sur vos deux plateformes logicielles, sur votre stratégie, votre développement, vos ambitions, un petit mot également aussi, là j'ai mis à l'écran, effectivement, EasyBourse, si vous dites, ben, c'est le moment, pourquoi pas d'acheter des actions intracense ou autres d'ailleurs, d'avoir un compte, un PEA, un compte titre, un PEA PME. Bien sûr, notre service commercial 0800 802 200 est là pour vous aider. Si vous êtes déjà client chez nous et que vous voulez souscrire à l'augmentation de capital ou à autre chose et que vous avez besoin d'aide, de compléments, d'éléments de fiscalité ou autre, bien sûr, il y a notre service client 01 456 19 000. Encore un dernier petit mot, le prochain webinaire aura lieu jeudi à 16h. Ce sera comment gérer son PEA. Voilà, comment prendre en main la plateforme EasyBourse quand on a un PEA et qu'on n'a pas fait encore jusqu'à maintenant beaucoup d'achats en bourse. Voilà, comment être guidé, accompagné avec tous les outils d'EasyBourse. Nicolas, merci beaucoup pour vos explications. Jean-Baptiste. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont écouté. Merci à tout le monde. Merci aussi à tous et très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.